Jean Rouch, je l'ai rencontré en 58 en Côte d'Ivoire parce que mon père travaillait en Afrique noire et Rouch était au CNRS depuis des années, il faisait de l'ethnographie, Rouch est passé par là et donc c'est là que je l'ai rencontré et qui m'a rencontré donc. Et quand il a su que j'étais dans une classe du lycée d'Abidjan avec des noirs et des blancs, ça l'a intéressé et il a décidé de faire un film sur cette classe de noirs et de blancs qui se voyaient en classe sans problème et qui ne se fréquentaient jamais en dehors de la classe. Avec un accord commun, on a décidé des rôles. Qui seraient les racistes, qui seraient les pas racistes, qui seraient... Bon. Et moi, il se trouve qu'en ce qui me concerne, par exemple, c'est pour vous donner un exemple, on a inventé que j'étais la fille qui arrivait, qui n'était jamais allée en Afrique, qui arrivait, qui était tout juste arrivée, une débarquée, comme dit une fille qui jouait la raciste, qui l'était réellement, dans la pyramide humaine. Il y a toute une séance où justement on discute de est-ce qu'on doit se voir en dehors du lycée et tout ça. Bon voilà. Et moi, il m'a fait jouer le rôle de la fille qui débarque et qui n'est absolument pas au courant de tout ça et qui va être une espèce de catalyseur du drame, c'est-à-dire qui va inviter les gens à une surprise partie chez elle. Voilà. Les gens noirs et blancs, bien sûr. Comme c'était une caméra, comme caméra, c'était une caméra légère, tenue à l'épaule. Il n'y avait rien de fixe. Tout était très léger. Et donc, en fait, on se rendait absolument pas compte quand on est un film, quoi. Enfin, c'était une espèce de jeu, quoi. C'est pas une espèce de truc de colonie de vacances, en fait. Ouais. Chronique d'un été, ça s'est fait parce que il était intéressant vu ce qu'avait fait Rouch auparavant et puis aussi comment tout le travail de Morin sur le plan sociologique. C'était intéressant de filmer des gens avec le progrès de la technique, de filmer des gens en leur demandant comment ils vivaient l'époque qu'ils étaient en train de vivre et puis leur poser des questions un peu de fond, quoi. Et puis c'était un petit peu un coup de dé, quoi. On jetait une bouteille à la mer, on voyait ce qu'il a récoltait, ce qu'il en sortait. Tout ça, c'est quand même très, très... Le hasard joue un grand rôle dans tous ces films. D'ailleurs, dans tous les films de Rouch, ça joue un grand rôle, c'est évident. Bon, enfin, c'est aussi beaucoup le concept un peu surréaliste qui a marqué tous les gens de cette génération-là, où j'ai été incroyablement marqué par le surréalisme. C'est vrai il y avait la bande à Rouch et la bande à Morin, comme on dit, et que Rouch et Morin n'avaient pas du tout les mêmes motivations pour tourner ce film. Morin était très politisé à l'époque et voulait faire parler des tas de gens qui avaient pris des positions assez tranchées après la guerre et puis qui étaient engagés politiquement. Voilà, alors que Rouch, bon, la bande à Rouch, comme on disait, bon, c'était moi, donc qui n'était pas une personne très importante dans ces domaines. Et puis, moi, j'étais la petite amie de Rouch, hein, de toute façon. Et donc, je fréquentais les gens qui voyaient. Enfin, je partageais sa vie, on faisait on n'habitait pas ensemble, puisqu'il était marié, mais je sais pas, moi, il m'a fait connaître tout ce qu'il y a de merveilleux à connaître autour de Paris, le pont-canal de Briard, enfin, toutes les belles choses, quoi. Saint-Cyr-l'École, toutes ces choses-là, des musées, des choses comme ça extraordinaires. On partait en 2 chevaux, et puis on restait 2 jours, et puis, ou 3 jours, et puis voilà. Enfin, il a été une espèce de mentor, quoi. Ça a été très formateur pour moi. Dans Gare du Nord, je mène une vie assez étriquée, si je ne me trompe, avec un garçon qui fait du bruit en lapant son café au lait, ce qui m'exaspère. Le coup des mouillettes, là. Oui, pas des mouillettes. Bon, enfin, une espèce de... probablement une femme qui a une sorte de prétention sociale, quoi, enfin de classe. Peut-être de s'élever d'un milieu ordinaire où elle est, et puis alors d'entrer dans une espèce de chose à la fois très bourgeoise, c'est-à-dire très, très immobile, et très romanesque, c'est-à-dire au contraire très mobile. Donc c'est une espèce de femme qui sait pas trop ce qu'elle veut, mais qui veut autre chose, quoi. Elle est déjà lassée d'une vie de couple, on dirait moi. Voilà. Donc en fait, on a inventé cette histoire avec Rouch. La veille du tournage, hein, on était donc dans mon appartement, l'appartement de mes parents d'ailleurs, dont ils étaient locataires. On n'était pas propriétaires, on n'a jamais été propriétaires.
Mais donc, disons qu'on était plus tourné vers la performance technique que vers l'histoire elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, elle était secondaire dans cette affaire. Il fallait trouver un prétexte pour faire une chose formidable qui soit faite en un seul plan. Ça n'a pas été fait en un seul plan, puisque de toute façon, on ne pouvait pas le faire en un seul plan, puisqu'il n'y a pas de bobine qui durait plus de 10 minutes, si je ne me trompe. Mais j'ai pas de souvenir de choses écrites. On avait refilé une espèce de texte avec des thèmes d'improvisation sur, ah oui, le coup, il y aura les mouillettes, il y aura les coquetiers, il y aura sur la table, il y aura le café, le truc un peu hard comme ça, avec la nappe à carreaux, le bruit du chantier, parce qu'il y a un immeuble qui se construit qui va cacher la vue. Bon, bref. Il y avait tout ça, il y avait une espèce d'ambiance. Et je ne me souviens absolument pas s'il y avait une chose vraiment écrite. Je ne me le rappelle pas en réalité. La punition, ça doit être la journée d'une fille qui s'est fait mettre à la porte de son lycée. Alors là, c'est vraiment exactement un schéma surréaliste. La fille se fait mettre à la porte de son lycée et elle doit retourner chez elle le soir. Donc, elle a une journée entière de liberté. Voilà. Alors, les rencontres, voilà, c'est les thèmes surréalistes. La rencontre, dans une circonstance inattendue, mais bien cadrée, comme ça. Alors, une journée dans Paris, avec 3 rencontres. Le matin, à midi et le soir. J'arrive au Luxembourg, il y a une lumière admirable, c'était formidable. Et puis il me dit, bon, bah, tu vas t'asseoir là-bas, devant le grand bassin. Et voilà, il n'y avait personne, évidemment. C'était un matin où il faisait très très froid, au mois d'octobre, je crois. Et puis il y a un garçon qui était assis, qui m'attendait. C'était le fameux Jean-Claude Darnal que je voyais pour la première fois. Bon, je passe devant, il me dit, bah, tu passes devant, et puis non, mais tu reviens, et puis voilà, et puis il avait dit à Jean-Claude, bah, il disait à Jean-Claude, enfin, bon, bah, maintenant, tu vas l'aborder, tu vas lui dire de s'asseoir. Voilà, et puis je me suis assise, on a déblogué le Nagra, parce que moi, j'étais supposée transporter le Nagra dans ma sacoche de lycéenne. C'était lourd comme un âne mort, et puis dès qu'on devait enregistrer le son, bah, il y avait quelqu'un par terre qui branchait le Nagra, et puis voilà, ça tournait. Et bon, puis il nous a laissés, mais vraiment comme c'était très très flippant. Moi, j'étais pas comédienne pour un rond, et puis pas du tout, comment dire, pas du tout improviseuse. Bon, à Pyramide Humaine, ça allait quand on était avec des copains et tout ça, et puis que le son a été plus ou moins refait après. Mais quand il s'agissait d'improviser devant la caméra de Michel et avec le Nagra qui tournait, c'était très très flippant. Moi, ça m'amusait pas du tout. Moi, j'avais horreur de ça finalement. C'est Godard qui m'a vu un jour dans des plans de la pyramide et qui a dit: «Ah bah oui», enfin il avait en tête probablement déjà à bout de souffle, mais probablement, enfin, il n'avait pas encore choisi Ginsey Berg, et peut-être pas Belmondo, mais il a dit: «Oh bah ça serait bien cette fille pour tenir le rôle féminin dans enfin, son projet qui a abouti à bout de souffle.» Euh, et moi, il n'en était pas question, parce que je voulais pas être actrice d'abord. Et puis, il fallait que je fasse mes études, que je termine mes études, moi, ne serait-ce que je passe mon bac et qu'après je fasse un peu d'études supérieures. Et donc, il n'en était pas question, voilà. Mais ça, c'était Godard. Et puis, pour Truffaut, je sais pas, oui. Bon, il tournait à ce moment-là Tire sur le pianiste. C'était un peu le côté pour les Happy Fews. Bon, il m'avait demandé si je voulais venir tourner juste le rôle d'une serveuse. La serveuse qui remplaçait Marie Dubois qui avait été tuée dans Tirer sur le pianiste. Et alors, Aznavour devait revenir tristement dans le café où il l'avait rencontré. C'est un truc qui durait 3 secondes, quoi. Et alors, Truffaut m'avait demandé si j'étais d'accord pour le tourner. Bah, j'ai dit oui, moi pourquoi pas. Je sais même pas si j'ai été payée, j'en sais rien, je m'en souviens plus, peu importe. Et voilà, donc c'était amusant. Donc je serrais la main de Aznavour, une dame qui lui dit la nouvelle serveuse, on se serre la main et tout. Puis le plan est emballé, puis moi je m'en vais, puis c'est tout, j'en ai jamais entendu reparler. Voilà. Rouge. Il voulait absolument que je fasse des études, Dieu merci, avant de concrétiser peut-être une vie peut-être plus normale avec des enfants, etc. Et ça me convenait très bien parce que moi, je ne me voyais pas du tout faire des enfants avec Jean Rouge, qui avait quand même 24 ans de plus que moi. Mais je l'admirais beaucoup, mais je n'étais pas amoureuse en fait de Jean. Je l'admirais énormément. C'est quelqu'un qui a joué un rôle formidable dans ma vie. Mais quant à être amoureuse, avoir des enfants et mener une vie de couple,
D'ailleurs, on l'aurait jamais mené puisque Rouge n'était pas fait pour une vie de couple.